Bonsoir à tous, merci d'être venus assister à la conférence de ce soir. L'Institut français accueille ce soir Benjamin Graff, qui est hydrologue et qui travaille à la Compagnie nationale du Rhône et qui a eu la gentillesse de nous proposer cette conférence pour nous faire partager l'expérience de la Compagnie du Rhône et comment elle aide le gouvernement de là-haut à aménager le Mékong. Merci. Merci à tous d'être venus, si nombreux ce soir. Je vais effectivement, donc, merci Julie d'avoir introduit la présentation et puis de m'avoir présenté. Oui, donc je suis hydrologue, vous aurez l'occasion de le voir, je vous présenterai quelques images en lien avec mon métier. L'objectif ce soir, de mon point de vue, c'est de vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire en termes de développement de l'hydroélectricité, mais pas seulement de l'hydroélectricité, sur un fleuve. Ce fleuve, ce sera le Rhône, puisque c'est celui sur lequel je travaille habituellement. Et puis, je vous présenterai un certain nombre d'éléments qui permettent de faire un parallèle entre le Rhône et le Mékong. Voilà, donc je présenterai dans un premier temps la Compagnie nationale du Rhône, ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle fait. Je ferai un bref aperçu de l'hydroélectricité au Laos, bref, parce qu'il se passe beaucoup de choses, ça se développe énormément et je ne peux pas aller dans le détail dans le cadre de cette conférence. Je vous présenterai aussi les 80 ans d'expérience qu'on a sur le Rhône et en quoi ça peut être utile pour d'autres fleuves, par exemple le Mékong, et je reviendrai sur notre présence au Laos depuis 20 ans. Et puis, d'un côté, le Rhône peut donner des idées pour le développement du Mékong. D'un autre côté, ce qu'on fait aussi sur le Mékong nous renvoie de l'information sur ce qu'on peut faire sur le Rhône ou sur ce qu'on a fait sur le Rhône. Voilà, donc la CNR. La CNR a reçu la concession du Rhône en 1934. Recevoir la concession du Rhône, ça veut dire que à partir de 1934, elle a eu 3 missions essentielles qui étaient le développement de l'hydroélectricité, le développement de la navigation et le développement de l'irrigation et des usages agricoles. L'objectif, c'était que le développement de l'hydroélectricité permette, par les revenus que la compagnie pouvait en tirer, de développer les autres usages, et notamment l'irrigation et la navigation. L'idée aussi, c'était de faciliter la navigation sur le fleuve. Aujourd'hui, le fleuve, on navigue de Lyon jusqu'à la mer Méditerranée, on peut naviguer sur le Rhône. Dans les années 40, c'était pas le cas. Et donc le développement des aménagements a permis aussi de développer la navigation. Et développer la navigation, ça voulait dire aussi se projeter dans ce que pouvait être la navigation. Quand on est dans les années 30, la navigation n'est pas vraiment possible. Donc il faut imaginer ce qu'elle pourrait devenir au bout de 40, 50, 60 ans et comment on dimensionne les écluses dans les années 30 pour être utilisées aujourd'hui, maintenant, sur 80 ans. Bon, le personnel, on est 1360 personnes, 1359 à Lyon et en France, et puis une au Laos. Le chiffre d'affaires, c'est 1,3 milliard d'euros. Donc vous comprenez aussi avec ce chiffre d'affaires qu'on tire de la vente de l'énergie, eh ben, on a effectivement des moyens pour investir dans d'autres domaines. Le revenu net, notre revenu net, c'est 210 millions d'euros. Et puis, ce qui est très important à la compagnie, et ce à quoi les salariés sont très attachés, c'est ce petit camembert en bas qui vous montre que le groupe GDF Suez détient un peu moins de 50% des parts, et l'État français et les collectivités locales détiennent un peu plus de 50% des parts. Et quand on parle de collectivités locales, ça peut être les communes, ça va être les départements, ça va être la région Rhône-Alpes par exemple, qui détiennent des parts dans la compagnie. Ça signifie que quand on gagne de l'argent, quand la CNR gagne de l'argent, il y a une partie qui est reversée à ses actionnaires, et parmi ces actionnaires, il y a évidemment l'État français et donc les collectivités. Et l'État français est également au capital de GDF Suez, donc vous voyez que les collectivités locales, territoriales et nationales bénéficient des revenus de la CNR. Alors la CNR, je vais vous passer
Les chiffres du haut, c'est notre capacité installée. Ça, c'est le commercial de l'entreprise qui m'a dit, si, il faut que tu le mettes. Moi, ce que je préfère retenir, et puis alors en dessous, c'est la com qui m'a dit, si, ça faut que tu le dises aussi, premier producteur français d'énergie 100% renouvelable. Voilà, je vous l'aurais dit. Alors, on est le premier producteur français d'énergie 100% renouvelable, mais on est le second producteur français en termes de production globale. Et le premier, il est très très loin devant, c'est EDF, évidemment. Donc voilà, mais ce qui est important, moi, le chiffre que je préfère, c'est celui-là, en fait. Le Rhône, ça représente 25% de la production française en hydroélectricité. Et 25%, alors ça ne vous parle pas énormément, mais il faut savoir que l'hydroélectricité dans son ensemble, c'est un peu plus de 10% de la production française d'électricité. Donc parmi ces 10%, il y en a quand même un quart qui est fourni uniquement par le Rhône. Alors, la Compagnie nationale du Rhône a aménagé le Rhône depuis la Suisse jusqu'à la mer Méditerranée. On a conçu, construit et maintenant on exploite 19 aménagements. Là, je vous présente quelques photos. Vous avez en haut l'usine écluse de Bolène qui a fêté ses 60 ans il y a 2 ans maintenant. Vous avez ici le barrage de Génissia qui est l'aménagement le plus en amont. C'est le seul aménagement avec de ce type qui a été conçu sur le Rhône avec une hauteur de chute de plus de 60 mètres. En général, on a plutôt conçu des aménagements de ce type, dit au fil de l'eau. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Ici, on est à Belle-Augineuf, c'est vers les Lorioles, c'est sud de Valence. Et puis ici, on est à Lyon avec l'écluse de Pierre-Bénite. Donc en fait, on a 19 aménagements, différents types d'aménagements. Et vous commencez à voir ici une écluse, évidemment, pour permettre la navigation jusqu'à Lyon. Et puis vous voyez ici que sur les terrains dont on a reçu la concession, on ne fait pas que de l'hydroélectricité, on en profite aussi pour se développer dans d'autres énergies. Alors, une cascade de 19 aménagements à but multiple. En fait, au départ, les premiers aménagements tels qu'ils ont été conçus, c'est un barrage, le cours de... Là, c'est l'amont, je le précise quand même, l'amont et l'aval, le fleuve va couler comme ça. Naturellement, le fleuve va passer dans ce bras-là. Et puis, le principe de l'aménagement, c'est de construire une usine hydroélectrique et une écluse dans un canal. Ce canal, d'abord, il est coupé du reste du fleuve, et puis au fur et à mesure on va le connecter au fleuve, et après on peut barrer, on barre le fleuve, et donc le fleuve qui naturellement s'écoulait ici, va s'écouler au niveau de l'usine et de l'écluse, et bien entendu on va laisser ce que la loi française appelle les débits réservés, c'est-à-dire un débit minimum environnemental qui va passer dans les anciens bras du Rhône. Donc ce qu'on a conçu initialement, c'était le barrage, l'usine hydroélectrique pour produire de l'énergie, l'écluse pour faire passer les bateaux, et puis les usages autour de l'irrigation, donc des stations de pompage qui permettent de renvoyer de l'eau pour les usages agricoles, et puis des zones industrielles et portuaires, parce que s'il y a de la navigation, forcément il y a des bateaux, il faut les charger, il faut les décharger, et il faut faire transiter les marchandises. Alors ce qui est très important aussi, c'est que nos aménagements sont des aménagements au fil de l'eau. Ça veut dire que, contrairement à un barrage de haute chute, par exemple le barrage de Tignes ou le barrage de Nam Ton Do au Laos, on ne stocke pas d'eau. C'est-à-dire que les débits entrants, ils vont transiter par le vieux Rhône, ils vont transiter par l'aménagement hydroélectrique, mais le débit entrant va être égal au débit sortant, et réciproquement. Il n'y a pas de stockage d'eau dans l'aménagement. Alors qu'un barrage comme Tignes ou comme Nam Ton 2, on va pouvoir stocker de l'eau. Le cas de Nam Ton 2, par exemple, on va pouvoir stocker de l'eau pendant la saison des pluies et relâcher cette eau progressivement pendant la saison sèche. Sur le Rhône, on ne fait pas ça. On a le débit entrant, on n'a pas de stockage au niveau de la retenue. Donc ça oblige à avoir une gestion et une prévision des débits entrants assez fiable, parce que l'usine hydroélectrique, du coup, sa production au fil de la journée va dépendre des débits entrants. Et puis comme on a une cascade de 19 aménagements, et bien en fait, l'aval d'un aménagement peut être influencé par l'amont de l'aménagement qui se trouve en aval. Voilà, l'aménagement, si on a un aménagement A, B et C en aval, l'aménagement C va être influencé va influencer l'aménagement B, et l'aménagement B va influencer l'aménagement A. Et ça c'est important aussi parce que en fait, quand le niveau d'eau remonte en aval, et ben on diminue la hauteur de chute, et ce qui fait la production énergétique, c'est le débit entrant et la hauteur de chute. Et quand on parle d'aménagement à but multiple, au départ, vous vous souvenez, il y avait le barrage, l'écluse, l'usine, l'irrigation et la zone portuaire.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On développe des zones de plaisance. On remet en eau et on restaure ce qu'on appelle les îles et les lônes du Rhône, c'est-à-dire les vieux Rhônes qui étaient court-circuités. Il y a des bras qui étaient asséchés ou qui étaient plus reconnectés à la nappe alluviale du Rhône ou directement au Rhône. Donc ça, il y a des opérations de restauration qui sont en cours. Il y a aussi, sur certains aménagements, ce n'était pas conçu au départ, il n'y avait pas de passe à poissons, donc on est en train de reconstruire des passes à poissons. Le fait de construire des passes à poissons, en fait, pour alimenter ces passes à poissons, il faut fournir de l'eau. Donc pour fournir de l'eau, ok, très bien, on fournit de l'eau, mais on va mettre une petite centrale. Parce qu'on a quand même dans l'idée que de l'eau qui passe pour les poissons, c'est très bien pour les poissons, c'est aussi une perte pour la production énergétique globale de l'aménagement. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est concilier les deux usages. Qu'est-ce qu'on va avoir encore? Les digues. J'en dis juste un mot. Les digues sur le Rhône, elles sont entretenues. Et elles sont entretenues parfois par des ruminants ou par des exploitants agricoles qui viennent avec leurs animaux et qui les laissent pâturer sur les digues. Qu'est-ce qu'on a encore? On va trouver un parc photovoltaïque, vous avez vu un exemple sur la photo. On installe des parcs éoliens aussi sur tout ce qu'on appelle le terrain concédé sur le Rhône, donc c'est tout ce qui est en bordure du Rhône. Et puis on gère aussi les digues pour tout ce qui est sûreté hydraulique. Il y a un usage ici qui n'apparaît pas du tout, c'est le refroidissement des centrales nucléaires sur le Rhône. Il y en a 4, et ça c'est aussi un usage qui est très important. Et qui peut même devenir prioritaire dans certaines situations, comme 2003 par exemple, la canicule de 2003. Le patrimoine, je vais pas m'attarder sur les chiffres, j'ai juste montré la cascade d'aménagement. Ici la mer Méditerranée, on remonte jusqu'à Lyon, et de Lyon on remonte jusqu'à Genève et au lac Léman. Donc vous voyez 6 aménagements en amont de Lyon, et puis tous les autres en aval de Lyon. Et donc la navigation est possible jusqu'à Lyon, et puis on est en train de la développer sur tout le bief amont avec des écluses qui sont adaptées à des bateaux de petit gabarit, alors que sur l'aval, c'est du gros gabarit. Les particularités de la CNR, c'est qu'on est une entreprise intégrée. Donc entreprise intégrée, ça veut dire qu'on est capable de tout faire nous-mêmes. On va aller de la conception d'un aménagement à la construction, pas tout à fait. On fera intervenir des entreprises extérieures, des entreprises du BTP, mais on va pouvoir piloter la construction, et une fois que la construction est terminée, on va pouvoir exploiter l'aménagement, on va entretenir l'aménagement, et on va commercialiser l'énergie. Voilà, c'est un choix industriel qui a été fait et qui finalement porte ses fruits quand on voit le fonctionnement de la compagnie aujourd'hui. Très rapidement, on a une ingénierie intégrée, ça signifie aussi qu'on a aussi un laboratoire qui se trouve à Gerland, à proximité de Lyon, dans lequel on est capable de faire des modèles réduits d'aménagement et de tester ces aménagements avant de les construire. On va les tester dans un laboratoire. Donc là, vous avez un exemple assez emblématique de ce qu'on a pu faire. Ce sont les écluses de Panama, avec un bateau qui à l'échelle du 1/30e, reconstitue les bateaux qui vont passer dans les écluses de Panama. Et là, ce qu'on avait fait, par exemple, c'était tester le système de remplissage, de vidange des écluses sur un modèle réduit, s'assurer que les efforts sur les amarres permettent effectivement aux gros bateaux de traverser le canal. Un autre exemple avec des petites centrales hydroélectriques où on teste les écoulements, on vérifie les champs de vitesse également. Sur les passes à poissons, on va tester comment la passe à poissons est alimentée, quels sont les champs de vitesse dans la passe à poissons pour s'assurer que si on veut qu'ils remontent les poissons, il faut qu'il y ait de l'eau, mais il ne faut pas qu'il y ait des vitesses trop importantes. Donc ça, on peut le tester aussi en laboratoire. Côté exploitation, maintenance, commercialisation, en fait, je vais juste, vous avez eu ici une photo, on a rassemblé dans un immense open space toutes les personnes qui font la prévision ça veut dire la pluie qui tombe, les débits qui coulent. L'optimisation, ça veut dire compte tenu de ce que vous m'avez dit en prévision, comment je peux optimiser ma production aujourd'hui pour demain. L'optimisation, on va discuter avec la téléconduite parce que la téléconduite va piloter tous les aménagements du Rhône depuis Lyon et donc être en mesure de dire oui, cet aménagement, il y a 3 groupes sur 4 qui sont opérationnels. Voilà, donc ils vont pouvoir échanger ensemble. S'il y a un groupe qui tombe en panne, ils informent directement l'optimiseur qui revoit son programme. Et puis il y a aussi l'accès au marché. Donc eux, ils vont se charger de faire le chiffre d'affaires de la compagnie en vendant l'énergie directement sur le marché de l'énergie.
Et un autre élément aussi qui est très important, ça s'est apparu dès le début de la compagnie en 1934, ça s'est renforcé énormément en 2003, c'est ce qu'on appelle les MIG, les missions d'intérêt général. Donc ça c'est une volonté de la CNR de, au-delà de l'actionnariat, de reverser au territoire et de contribuer au développement des territoires. Donc ça va être par exemple, ici il y a une photo, c'est un aménagement sur le Haut-Rhône, donc en amont de Lyon, où on va développer, on a conçu et développé des écluses, et maintenant elles sont en exploitation, et donc des petits bateaux de plaisance, parce qu'on est sur le Haut-Rhône, peuvent remonter le Haut-Rhône. En fait, le Rhône, il est connecté au lac de... Ah mince, le nom m'échappe, c'est Aix-les-Bains, bon, peu importe. Ça me reviendra plus tard. C'est le lac entre Aix-les-Bains, Chambéry et le Rhône. Et donc le Rhône communique avec ce lac. Donc des bateaux de plaisance sur le lac peuvent aller jusqu'au Rhône, mais avant ils ne pouvaient pas aller au-delà. Donc maintenant ils peuvent remonter. Là ici vous avez une vue de l'écluse en plus grand. Ici c'est un exemple de passe à poissons qui a été construite dans le cadre et financée dans le cadre de ces missions d'intérêt général. La Via Rona, qui est aussi un exemple assez fort chez nous. Alors, je vous présente ça aujourd'hui. On ne va pas parler de la Via Rona dans 80 ans sur le Mekong, hein, on est bien d'accord. Ou de la Via Mekonga qu'on pourrait faire dans 80 ans. Mais c'est pour vous montrer que le développement de l'énergie permet aussi, au bout d'un certain temps, d'envisager le développement autrement. Et puis là, c'est un exemple de restauration de ce qu'on appelle les lawns, donc les bras qui ont été déconnectés du fleuve du fait des aménagements. Donc ça va être de la remise en eau, après il y aura des suivis de la faune et de la flore dans ces bras. Voilà, alors ça c'était pour la première partie, donc ce qu'est la Compagnie nationale du Rhône aujourd'hui. Si maintenant on regarde un petit peu l'hydroélectricité au Laos, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être assez court. Je vais m'appuyer sur comment dire, le journal qui fait foi ici, le Vientiane Times. Et dans le Vientiane Times du 18 décembre 2014, il y a une sorte de rétrospective de l'hydroélectricité au Laos. Et donc, le Vientiane Times, ou certainement le ministère de l'Énergie et des Mines, annonce 25 aménagements opérationnels à fin 2014, 3244 MW de puissance installée. Pour mémoire, on a 3024 sur le Rhône. Un peu plus de 15 TWh, on en a environ 15 on en a produit environ 15 sur le Rhône. Alors 15 TWh en France, c'est l'équivalent à peu près de la consommation de 2 millions d'habitants. Voilà. Il faut savoir que la consommation globale en France doit être de l'ordre de 480 ou 490 TWh. Voilà. Pour les ordres de grandeur. Bon, une croissance forte, ça on s'en rend bien compte en lisant le journal, vous verrez les photos, on s'en rend compte aussi en allant sur le terrain. Il y a un contexte qui est en évolution, puisqu'il y a énormément de projets, ça foisonne énormément. Il y a aussi, initialement, les développeurs pouvaient négocier avec les entreprises auxquelles ils souhaitaient vendre de l'énergie. Il y a de plus en plus d'électricité du Laos qui rachète cette énergie. Ça a un impact fort sur le développement ici. Et puis l'énergie est évacuée sur les réseaux thaïlandais et bientôt au-delà, puisqu'il y a des discussions pour aller jusqu'à Singapour. Et ce modèle de développement, il est cité en exemple au Myanmar. Il est cité en exemple par le vice-ministre de l'énergie, mais il est cité aussi en exemple par des personnes qui disent oui, c'est un exemple avec ses qualités et ses défauts. Voilà. Ici quelques photos, j'ai mis des photos de Namgun 1, pas très loin d'ici, et puis une photo de l'aménagement de Namton 2. Donc là on est sur des aménagements où on va stocker de l'eau en saison des pluies et on va relâcher l'eau ensuite en saison de sèche. Donc on n'est pas sur du fil de l'eau. Le fil de l'eau, on va le trouver plutôt sur le Mekong. Alors là, je vous ai mis une photo de l'emplacement du projet Sayaburi. Vous voyez l'emplacement sur la carte, sur la photo, pardon, et l'état avant projet. Le projet de Sayaburi, il se présente sous cette forme-là, avec l'écluse en rive droite. Donc le Mekong coule d'ici à là. Ici c'est la rive droite, ici c'est la rive gauche. On va avoir l'écluse, l'usine, ce qu'ils appellent un intermediate block. Donc c'est un bloc intermédiaire qui permet aussi d'assurer la stabilité de l'aménagement et qui sert aussi pendant les phases de chantier
à construire les digues qui vont permettre de travailler hors d'eau, que ce soit en rive droite ou en rive gauche. L'usine en rive gauche et puis la passe à poisson. Alors là, le design de la passe à poisson a changé depuis cette image. Voilà, mais donc ça donne une idée de ce que sera l'aménagement. Et puis voilà ce qu'il est actuellement. Le 15 janvier dernier, donc j'étais sur le site. Vous avez 2 photos prises de l'amont et 2 photos prises de l'aval. Alors sur les 2 photos, là vous voyez le Mékong vers l'aval, le Mékong vers l'amont. Vous voyez qu'ils ont commencé à préparer tout un tas de choses en rive gauche ici, ce sera la passe à poisson. L'usine va venir s'installer ici, dans ce secteur-là. Là vous voyez le barrage, donc il y a déjà une partie des vannes du barrage qui étaient prêtes à être mises en service. Vous voyez aussi la taille des engins par rapport à la taille de l'aménagement. Et puis ici on est sur l'amont, donc ce qui s'est passé, vous avez peut-être vu encore le Vienna Times d'hier ou d'aujourd'hui. Maintenant le barrage est en eau, c'est-à-dire que le Mékong, ils ont commencé à couper le Mékong et à renvoyer le Mékong de son lit naturel ici en rive gauche vers le barrage. Et ils vont fermer la rivière ici et là, et ensuite ils vont assécher et travailler hors d'eau pour construire l'usine et la passe à poisson. Ce type d'aménagement, je vous ai présenté tout à l'heure avec un barrage qui coupe le cours naturel du Rhône. On renvoie l'eau du Rhône vers un canal d'amener jusqu'à l'usine hydroélectrique. On en a un peu comme ce qui se fait sur le Mékong, c'est l'aménagement de Vaugry. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Sayabouri, c'est 1285 MW de puissance installée, Vaugry, c'est 72 MW. On passe de plus de 30 mètres de chute à Sayabouri à 7 mètres de chute ici à Vaugry. Mais voilà, c'est aussi des choses qu'on a faites nous sur le Rhône. Et ici, vous allez retrouver, alors sur la vue du dessus, vous allez retrouver l'écluse, l'usine et le barrage. Le même principe que Sayabouri. Alors au-delà de ça, sur le Mékong, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a la phase 2 du chantier qui va démarrer pour la construction de l'usine et de la passe à poisson. Il y a les consultations des pays membres et la concertation en cours sur le projet d'Onsaong. Et puis il y a d'autres projets à suivre. Là j'en ai mis 2 exemples sur lesquels la CNR assiste le gouvernement du Laos pour préparer la soumission des projets aux pays membres de la MRC. Alors je vous ai parlé du Mékong parce que c'est quand même sur le Mékong que nous, en tant que CNR, on intervient le plus. Je vous mets aussi quelques photos de 2 affluents sur lesquels j'ai pu passer pour vous montrer à quel point ça foisonne aussi au Laos. Là c'est la Nam Ou qui s'écoule du nord du Laos jusqu'à l'amont de Luang Prabang, c'est un affluent du Mékong. Il y a deux projets ici, Namou 2 et Namou 3, à des stades très différents, puisque Namou 2, il y a le barrage, il n'y a pas les portes, mais l'eau passe déjà au barrage, ils sont en train de travailler hors d'eau à l'usine en rive droite. Et puis Namou 3, ils sont en train de faire des travaux préparatoires. Sur la Namou, par exemple, là c'est le projet, la photomontage du projet. Bon, il n'y a pas de passe à poisson, il n'y a pas d'écluse. Namkan 3, la Namkan, c'est l'affluent qui rejoint le Mékong à Luang Prabang. Si vous êtes allé à Luang Prabang, il y a cette jolie péninsule de Luang Prabang en fait, qui est prise entre le Mékong d'un côté et la Namkan de l'autre. En amont de Luang Prabang, il y a ce projet-là qui est en cours de construction. C'est pas le seul sur la Namkan. Et voilà aussi une photo de ce que le développeur annonce pour plus tard. Alors, les 80 ans d'expérience sur le Rhône et nos 20 ans de présence au Laos. Alors, les 80 ans d'expérience qu'on a sur le Rhône, on s'aperçoit qu'il y a effectivement un développement dans la durée, que cette durée, elle était quelque part indispensable pour passer de l'aménageur bétonneur, entre guillemets, jusqu'à l'aménageur exploitant et qui redistribue les fruits de la vente de l'énergie de plusieurs façons. On voit aussi le développement de la CNR s'est fait de manière globale à l'échelle du Rhône en entier. On a fait des erreurs, évidemment, dont on tire les leçons aussi aujourd'hui. Par exemple, quand on remet en eau des anciens bras du Rhône, c'est qu'on se rend bien compte qu'en mettant un barrage, on a fait du mal
on a nui au bon fonctionnement écologique de l'ancien bras du Rhône. Il n'y avait pas des passes à poissons partout, c'est quelque chose qu'on fait, sous l'impulsion aussi des réglementations qui évoluent. Et puis donc des évolutions en continu, oui, je viens de le dire, avec la restauration par exemple, avec les passes à poissons. Et les 20 ans de présence au Laos, alors en fait 20 ans, pourquoi nous on parle de 20 ans, c'est que il y a une étude qui fait encore référence aujourd'hui, qui a été faite par la CNR dans les milieux des années 90, c'était 93-94, c'était pour le compte de ce qui est devenu ensuite la MRC, et c'était une étude du potentiel de développement d'hydroélectricité sur le Mékong, de la frontière avec la Chine jusqu'à l'embouchure avec le Vietnam. Et sur donc on s'était appuyé sur notre expérience du Rhône pour évaluer le potentiel du Mékong. Et on faisait aussi des recommandations sur tout ce qui était études d'impact social, environnemental, sur la santé des personnes, etc. Voilà, donc là vous avez les emplacements de tous les projets qui étaient envisagés. Ici c'est Luang Prabang, Vientiane, et puis Pak-se, et puis le Cambodge et le Vietnam, pour que je vous situe un peu. Les projets dont on parle actuellement, il y a Don Saong, qui est dans la région de Sipondon, Sayaburi, qui est à l'aval de Luang Prabang, et puis il y en a d'autres qui sont en préparation pour les procédures de consultation à la MRC. Alors les deux fleuves, ça m'a semblé important de faire un parallèle entre les différents cours d'eau. Vous avez le Rhône ici, de la Suisse avec la Saône jusqu'à la mer, le Mékong vu dans son ensemble, et puis le Mékong au Laos, pour vous montrer un peu le tracé de la rivière. Ce qui est intéressant sont les chiffres en dessous. Le Rhône, on compte un peu plus de 95 000 km². En fait, le Rhône, il y a le bassin versant de la Durance qui est exploité et aménagé par EDF. L'intégralité du bassin de la Durance ne se rejette pas dans le Rhône directement, mais va à l'étang de Berre. Donc du coup, en fait, la superficie du Rhône que nous, on a à gérer, c'est plutôt de l'ordre de 81 000 km². Donc à peu près 10% de la superficie du Mékong. Pour les longueurs, c'est plutôt un titre indicatif. Et pour les débits, vous voyez que le rapport, en fait, est pas loin des 10% également. Donc le Mékong, vous avez peut-être eu l'occasion de faire l'expérience de ces crues, et en tout cas de voir les variations entre saison sèche, saison des pluies. Le Rhône à l'aval n'a pas forcément un régime aussi marqué que le Mékong, mais vous voyez que en termes de débit moyen interannuel, c'est pas anodin. Et puis il y a une autre chose que je trouve assez intéressante. Ici c'est tiré d'un document de la MRC. Ici vous avez une carte de l'ensemble du bassin, et puis vous avez le profil en long. Alors le profil en long, ça veut dire qu'on représente, en fonction de la distance de la source à l'exutoire, on représente l'altitude des points. En bleu, c'est le profil en long du Mékong, et en noir, c'est le profil en long du Rhône. Alors je l'ai repositionné dans la zone sur laquelle ça correspond le mieux. Et cette zone, elle va finalement de l'aval de la Chine jusqu'à la région de Luang Prabang. Donc on a des choses aussi qui sont assez similaires en termes de pente. Là, on a aussi des choses qui sont similaires en termes d'influencement de l'amont. Le Mékong, on en parle de plus en plus, et le Mékong est influencé par ce qui se passe en Chine, par la régulation du Mékong en amont du Laos. Le Rhône est dans la même situation avec la régulation des débits en aval du lac Léman. Le lac Léman est géré par les services industriels de Genève, et les services industriels de Genève ont un système d'exploitation de l'eau du Rhône. Donc la différence entre le Rhône français et le Rhône suisse, c'est qu'on communique. Et ici, sur le Mékong, la communication, elle se fait à minima, je dirais, de la Chine vers la commission la MRC, la Chine transmettant un certain nombre d'informations à la MRC, mais pas l'intégralité des informations qui seraient utiles à la gestion du fleuve en aval. Je vais passer sur le graphique, on pourra y revenir s'il y a des questions, mais je vais passer dessus. L'objectif du graphique, c'est simplement de montrer que c'est déjà une réalité, mais je vais passer. Ce qui m'a semblé aussi intéressant de vous présenter, c'est un parallèle entre l'histoire de la compagnie et en quelque sorte la grande histoire.
Parce que finalement, l'histoire de la compagnie, elle démarre, alors 1933 la création, mais en fait ça remonte même avant. Il y a une loi d'aménagement du Rhône qui est publiée en 1921, donc ça remonte même encore un peu avant. Et ce qui est très intéressant en fait, c'est que les premières infrastructures vont démarrer juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il va y avoir évidemment un gros coup de frein pendant la Deuxième Guerre mondiale, en particulier sur l'aménagement de Génissia. Le port de Lyon va lui être mis en service en 1938, donc juste avant la guerre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grosse relance après la Seconde Guerre mondiale parce qu'il y a un énorme besoin d'énergie pour relancer l'activité du pays. Et puis, il y a la nationalisation du secteur de l'énergie en France en 1946 avec la création d'EDF. Ça a aussi un impact parce qu'en fait, la CNR est écartée de cette nationalisation de fait. Elle ne sera pas concernée directement. Par contre, de 1948 à 2001, on continue à construire les différents aménagements, à les exploiter, et c'est EDF qui revend l'énergie. Ce n'est pas la CNR directement qui se charge de la vente de l'énergie. À partir de 2001, il y a une loi européenne qui oblige l'ouverture du marché de l'énergie, c'est la libéralisation du marché de l'énergie. La CNR devient à ce moment-là exploitant indépendant et donc récupère directement le fruit et les bénéfices de la vente de l'énergie. Et puis ensuite, il y a la montée au capital du groupe GDF Suez et le développement des énergies renouvelables, éoliennes, photovoltaïques, et puis le lancement des missions d'intérêt général. Ce qui en fait a un gros impact, c'est donc ce qui se passe après la Seconde Guerre mondiale, et puis l'évolution des réglementations, que ce soit donc la libéralisation du marché de l'énergie, mais également la directive cadre européenne sur l'eau, qui contraint, enfin qui impose la montaison, la dévalaison des poissons, qui contribue aussi à mettre en place le plan Rhône, dans lequel on décline maintenant la restauration des anciens bras, etc. Et en parallèle de ça, ce qui m'a semblé intéressant, c'est de rappeler 1975, la dépendance du Laos. Donc à partir de 1975, on change de régime et on passe dans un pays qui souhaite se développer en s'appuyant sur l'hydroélectricité, entre autres. Et puis il y a bientôt la communauté économique de l'ASEAN, d'ici la fin de l'année, normalement. Et donc ça aussi, c'est un peu comme l'Europe pour nous qui ouvre le marché de l'énergie. L'ASEAN va offrir d'autres opportunités économiques pour le Laos en termes de vente d'électricité. Voilà, là où le parallèle s'arrête, bon, c'est que le Rhône, l'idée de départ, c'était d'utiliser les revenus du Rhône pour développer et aménager le fleuve. Ici, c'est un petit peu différent puisque le gouvernement du Laos cède des concessions pour une durée déterminée à des développeurs. Donc, ce sont des capitaux étrangers qui contribuent au développement. Et les développements se font de manière simultanée, alors que le Rhône, ça a été séquentiel. D'abord, l'aménagement avec la plus haute chute, donc qui va produire le plus, et puis le deuxième aménagement potentiellement le plus productif, etc., et jusqu'à produire l'ensemble de la cascade. Et donc, le dernier aménagement mis en service, c'est en 1986. Le Rhône, c'est un aménageur unique, c'est un exploitant unique. Ça a de gros avantages, notamment sur des aménagements au fil de l'eau, puisque je vous disais tout à l'heure, le débit qui rentre, c'est le débit qui sort et qui repasse directement à l'aménagement situé en aval. Ça permet que c'est une seule et même entité qui sait ce qui sort de l'un et ce qui va rentrer dans l'autre. Sur le Mékong, on s'apprête plutôt à avoir quelque chose d'un peu différent avec des développeurs par aménagement. Mais en même temps, l'année dernière, une nouvelle loi sur l'eau a été publiée. Je ne sais pas si elle a été votée, mais elle a été publiée, pour mettre en place, pour obliger les différents exploitants à se coordonner sur un même cours d'eau. Et puis, une dernière différence, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent à la commission du Mékong sur le bassin du Rhône. Il y a des accords franco-suisses, bon, en même temps, il n'y a que 2 pays, mais il y a quand même des accords franco-suisses. Et puis, sur la France, il y a d'autres institutions qui vont intervenir, l'ADREAL, l'État français, pour citer que cela. Alors, nos objectifs, en étant là depuis 20 ans, c'est aussi contribuer à améliorer la connaissance. Là, je cite le projet Mekong AICOS. AICOS, ça signifie, c'est le développement d'un système d'observation du cycle hydrologique. Donc, la CNR, avec d'autres partenaires, et notamment l'IRD, sous un financement AFD, a contribué au développement du réseau de mesures sur le long du Mekong.
Et cette mesure, c'est la base pour faire tout un tas de choses derrière. C'est-à-dire que là, sans connaissance, finalement, on est aveugle et on ne peut pas faire grand-chose. Toujours sur l'amélioration de la connaissance, la CNR a contribué à améliorer la connaissance du transport de sédiments sur plus de 1000 km de fleuve, du nord du Laos jusqu'à l'aval de Vientiane. Alors le transport de sédiments, vous avez vu la couleur du Mékong, quelle que soit la saison, c'est jamais de l'eau claire. Et en fait, c'est simplement parce que l'eau qui transite a une puissance suffisante pour transporter d'autres choses avec elle. Alors évidemment, ça peut être des flottants, comme du bois, comme des plastiques, mais ça va être aussi des matières qui vont être en suspension, des sédiments très fins, de l'argile, et puis en cas de crue, ça peut être des sédiments plus importants, ça va être du sable en fond, ça va être des graviers, des galets. Donc je vous ai mis quelques photos là sur le tronçon de Wai Sai à Luang Prabang. Si vous avez fait la navigation, c'est très agréable à faire. Vous n'avez peut-être pas fait attention à tous ces bancs de sable, mais il faut avoir... la prochaine fois, si vous y retournez, vous y ferez peut-être davantage attention. Il y a des stocks colossaux de sable qui se déposent le long des berges et qui peuvent être repris pendant la saison des pluies. Pour vous donner une idée, là, le buffle sert juste d'étalon pour vous montrer un petit peu la hauteur du banc de sable. Ici, pareil avec les maisons. Alors, les maisons sont un petit peu au second plan, mais ça vous donne une idée quand même de la hauteur des bancs de sable. Et puis il y a des affluents aussi qui vont contribuer. Alors ici, ça va être des matériaux un peu plus grossiers, c'est pas du sable, hein. Là on va jusqu'à des matériaux qui sont quand même très gros, qui n'ont pas forcément été apportés il y a 1 an, il y a 2 ans, ça peut être beaucoup plus ancien. Mais donc ça se retrouve à un moment donné dans le Mékong. Si on va plus en aval, c'est le secteur de Sanakam qui est 150 km en amont de Vientiane. On va retrouver plutôt des bancs de sable. Et si vous allez sur l'île qui est à Vientiane, si vous vous promenez un peu, vous verrez du sable, vous verrez aussi des petits graviers. Des petits graviers qui ont été charriés par le fleuve. Voilà, donc ce que je disais tout à l'heure, 1000 km de fleuve sur lesquels on a fait des mesures, à la fois en saison sèche et en saison des pluies, pour quantifier les flux. Alors un autre projet sur lequel on a essayé d'apporter une méthode innovante, c'est l'étude du potentiel hydroélectrique de la région de Sipondon. Aujourd'hui, c'est resté à l'état de projet. C'est resté à l'état de rapport. Il n'y a pas de projets qui ont été développés à la suite de ça. Mais donc l'idée, c'était de proposer des aménagements possibles sur différents sites, dans les différents bras de Sipondon, en intégrant dès la phase de conception de l'aménagement les études d'impact, impacts sociaux et environnementaux, pour se dire c'est pas la peine d'étudier un aménagement s'il y a trop d'impact, s'il y a trop de risques derrière. On fait un premier écrémage dès le début. On a un certain nombre de sites, on les balaye dans une grille. Si ça rentre pas dans la grille, pour des raisons, ça peut être technique parce que c'est inaccessible, ou technique parce que si on veut y accéder, il faut couper trop de forêts, ou il faut des barges, c'est trop compliqué. Donc voilà, on pouvait les abandonner pour ça, on pouvait les abandonner aussi tout simplement parce qu'il y avait des usages piscicoles trop importants. Voilà. Il y a eu toute une réflexion qui a été menée avec le WWF et Rémi Berthet, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Une autre étude qui fait toujours référence ici, qui a été réalisée à fin des années 2008-2009 pour le compte du gouvernement du Laos, c'est l'étude d'optimisation de la cascade d'aménagement. Donc là, quand je parle de cascade d'aménagement, ici on est dans le secteur de Vientiane, et en fait on a étudié tous les aménagements de la frontière avec la Chine jusqu'à Vientiane. Donc il y a l'aménagement de Pak Beng, de Luang Prabang, Sayaburi, Pak Lai et Sanakam. Bon, Sanakam, donc on a proposé de déplacer on avait testé 2 sites. Donc cette étude d'optimisation, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, les aménagements au fil de l'eau. Donc l'aménagement amont, il prend les débits, il les relâche en aval, et l'aménagement aval, en stockant de l'eau, va faire remonter le niveau, et donc le niveau aval de l'aménagement amont, et donc réduire la hauteur de chute. Donc pour essayer d'optimiser, ça veut dire trouver le meilleur compromis entre hauteur de barrage,
hauteur de chute, production d'énergie, et puis derrière aussi il faut voir les impacts que ça a. C'est pas la peine de faire des ouvrages gigantesques, et plus l'aménagement a une hauteur de chute importante, plus le niveau d'eau va remonter loin sur l'amont. Par exemple, Sayaburi, qui est situé à 80 km, il me semble, 80 km de la ville de Luang Prabang. Rien que le fait d'avoir un niveau d'eau à Sayaburi à 275 mètres fait qu'on fait remonter en saison sèche de 2 mètres environ le niveau d'eau à Luang Prabang. Donc c'est pas anodin. Donc voilà, c'était l'étude qu'on avait faite à ce moment-là. Et puis côté assistance technique, donc c'est très orienté pour le gouvernement du Laos. On a fait ce qu'on appelle une peer review, c'est-à-dire qu'on a revu une étude d'un bureau d'études qui elle-même revoyait un projet. Voilà. Donc on a fait un double contrôle d'une étude, et c'était pour l'aménagement de Sayaburi, en travaillant uniquement sur l'hydrologie, la navigation et le transit sédimentaire. On n'a pas travaillé volontairement, on n'a pas travaillé sur les poissons, et on n'a pas travaillé sur les aspects environnementaux au-delà du transit sédimentaire. Et puis à la demande du gouvernement du Laos aussi, on a assisté le développeur de Sayaburi, donc ça va être le contrôle des tests turbines, parce que les turbines avant d'être installées sur l'aménagement sont testées en laboratoire pour vérifier leur rendement. On a contrôlé aussi la capacité de production de l'aménagement. Une chose qui n'est pas forcément faite dans les études ici, c'est de tenir compte de l'impact de la Chine en saison de sèche. Et ça, c'est pas anodin. On a fait des recommandations pour le transit sédimentaire, ce qui a contribué quand même à modifier le barrage, puisqu'au départ le barrage c'était 11 portes, toutes à la même altitude, et avec nos recommandations, il y a eu 7 portes à la même altitude et 4 portes qui ont été abaissées pour pouvoir justement faire transiter les sédiments pendant la saison des pluies. Et puis ce que je suis en train de faire en particulier, c'est déployer des outils de mesure et de prévision des débits pour aussi prévoir la production et mieux gérer l'aménagement dans le futur. Il y a d'autres études qu'on fait actuellement. Donc pour le compte du ministère toujours, on fait des revues des études de faisabilité des projets de Pak Beng et de Sanakam. Et donc là, on travaille sur la sûreté hydraulique, sur la navigation et le transit sédimentaire. La migration des poissons, ce n'est pas le sujet sur lequel nous, on va intervenir. Voilà, on fait aussi de l'information et de la formation. Enfin, ici, en l'occurrence, c'est une visite du président du Laos à la CNR en octobre 2013, il me semble. Vous pouvez reconnaître évidemment le président, la présidente directrice générale de la compagnie, mon directeur, le directeur d'ingénierie, et puis ici, Detsada Sukasum, qui est secrétaire du CEO de la MRC, qui est dans la salle ce soir. Et qui était là pour assurer la traduction simultanée. Voilà, les enseignements utiles au Rhône. Quand on vient ici, on a vu qu'on apportait des choses, mais en fait, le Mékong nous renvoie aussi des informations très utiles. Alors, mon métier, c'est plutôt l'hydrométrie et la prévision, donc forcément, j'en ai une petite liste ici. Ce qui est très intéressant, c'est de travailler dans d'autres conditions. On est dans un fleuve où, entre la saison des pluies et la saison sèche, on a un marnage qui est colossal. Ça veut dire qu'on est obligé de penser les techniques de mesure dans le fleuve de manière différente de ce qu'on peut être amené à faire sur le Rhône. Mais une fois qu'on l'a fait ici, on peut aussi adapter sur le Rhône ou imaginer pour d'autres fleuves, ce qui peut être utile également. Un autre point qui est important, c'est qu'on a pensé des outils de prévision pour le Rhône. On se rend compte qu'il y a un certain nombre de points communs, et puis quand on vient ici, finalement, il y a quand même des grosses singularités. Ces grosses singularités, il faut en tenir compte, mais elles peuvent être aussi utiles. Elles nourrissent aussi nos réflexions sur le Rhône. Il y a des données, par exemple, qui sont disponibles au niveau de l'Office mondial de la météo, qu'on utilise ici au Laos, qu'on n'utilise même pas sur le Rhône, alors que sur le Rhône, on peut les récupérer également. Et donc demain, enfin je dis demain, manière de dire demain ou après-demain, enfin dans les années à venir, on utilisera aussi ces données. Donc c'est un peu du donnant-donnant. Là, je vous présente très vite un appareil qu'on utilise habituellement pour faire de la mesure du débit. C'est celui-là. Il envoie un faisceau au fond de l'eau. Vous avez un exemple de faisceau ici et de section au travers. Et en fait, il envoie un faisceau. Le faisceau est rétrodiffusé par toutes les particules qui transitent dans l'eau. Et à partir du faisceau retour, on est capable d'évaluer le débit. Mais on est aussi capable de mesurer en partie le flux de sédiments. Ça, ce sont des choses qu'on a faites
sur le Mékong, qu'on n'avait jamais fait sur le Rhône. Et maintenant, il y a des projets de recherche pour que ce qui a été fait sur le Mékong, on le fasse aussi sur le Rhône. Il y a quelque chose que moi je trouve intéressant, c'est un regard sur notre propre histoire. En fait, vous avez ici, je vous ai remis les photos de Sayaburi, Laval Barrage, avec les 4 vannes de fond ici, que vous voyez, qui vont bientôt qui sont d'ailleurs mises en eau. Le chantier, la fermeture en amont du Mékong, le chantier. Et puis, je vous ai mis ici, alors désolé, ce sont les photos d'archives, elles ne sont pas très bonnes, mais on peut se rendre compte quand même. Là, c'est le chantier de l'aménagement de Génissia. Là, c'est la mise en eau de l'aménagement de Génissia. Ici, c'est le port de Lyon au moment de sa mise en service. Et puis ça, c'est un autre aménagement plus en aval, c'est Donvert-Mondragon. En amont, c'est le barrage de Bolène, en fait, sur le Rhône. Donc vous voyez aussi que ce qui se passe au Laos aujourd'hui, nous, on l'a vécu aussi sur le Rhône, mais ceux qui l'ont vécu, notamment ceux qui ont travaillé sur Génissia, sont plus forcément là pour en parler. Et à la compagnie, les personnes les plus anciennes se souviennent de la construction des derniers aménagements, donc les années 80, en gros, je disais 86 pour le dernier aménagement chez nous. Donc il y a encore de la mémoire pour ces aménagements-là. Mais finalement, la construction de Génissia, on a oublié ce que ça a pu être. Et on a oublié aussi, aujourd'hui, quand on va à Génissia, on ne voit évidemment pas ça. Quand on voit à Donzère, on ne voit pas les fers à béton qui dépassent, on ne voit pas les grues et les canaux. Aujourd'hui, si on va à Sayaburi, voilà, effectivement, c'est ça qu'on voit. Mais il y a quelques années, on a eu ça aussi chez nous. Et puis, une dernière chose, c'est qu'on voit aussi l'importance de s'inscrire dans la durée, avec des besoins qui sont à anticiper, la navigation, j'en parlais tout à l'heure en introduction. On a conçu des écluses sur le Rhône qui étaient surdimensionnées par rapport aux bateaux qui transitaient il y a 50 ans. Aujourd'hui, vous avez un exemple ici de porte-conteneurs qui transitent sur le Rhône. Ceux-là, ils remplissent l'écluse. Voilà. Mais il y a 50 ans, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, sur le Mékong, les préconisations, c'est de prévoir des écluses pour des bateaux de 500 tonnes. Les plus gros bateaux qui transitent sur le Mékong ne dépassent pas les 300 tonnes. Donc voilà, ça veut dire aussi se projeter dans l'avenir et se dire que peut-être dans 20 ans ou 30 ans, il y a des bateaux qui iront de, je ne sais pas moi, par exemple, Vientiane jusqu'à Waisai, des bateaux de plusieurs centaines de tonnes. Un autre développement qui n'est pas forcément imaginé au départ, c'est la navigation de plaisance. Sur le Rhône, il y en a de plus en plus. C'est presque l'augmentation du trafic sur le Rhône, c'est presque les croisiéristes plus que les conteneurs certaines années. Et puis vous voyez ici aussi, j'ai mis une petite photo de Namgun 1 du lac avec les bateaux qui sont venus s'installer. Donc il y a aussi des perspectives. Il y a un patrimoine à entretenir. Vous voyez ici une photo d'une usine CNR. Vous allez dans une usine hydroélectrique, que ce soit CNR ou EDF, c'est toujours très propre. Et en fait, c'est parce que c'est maintenu, c'est entretenu. Et ça veut dire aussi des métiers à développer et des opportunités aussi pour les personnes qui feront ça dans l'avenir. Et puis, il y a également aussi quelque chose qu'on retire, nous, du Mékong et qui nourrit plus largement notre réflexion. C'est un observatoire qui a été lancé à l'initiative de la compagnie et qui est l'Observatoire des initiatives pour l'avenir des grands fleuves du monde. L'idée, c'est de partager des expériences sur des grands fleuves dans le monde entier, avec différents gestionnaires, dans différents pays, dans différents contextes. Alors, c'est du partage d'informations globales pour la compagnie, c'est aussi pour continuer à alimenter notre propre réflexion. On n'est pas figé en 2014 ou 2015, pardon. Et puis maintenant, on continue notre business comme si de rien n'était. Nous, on cherche encore des idées pour poursuivre notre gestion du fleuve. Et puis, cet observatoire, la présidente directrice générale de la CNR a confié la présidence de l'observatoire à Eric Orsena. Et Eric Orsena sera là en mars pour notamment présenter l'observatoire. Voilà, alors les perspectives, et après j'aurai terminé. Ce qui est intéressant dans l'exemple du Rhône, à mon sens, c'est que c'est un exemple de développement qui est possible. C'est pas le développement unique, c'est pas le développement parfait, parce qu'on est bien conscient qu'il y a aussi il y a des atouts, mais il y a aussi des faiblesses. Des faiblesses qu'on essaye au fur et à mesure d'améliorer, j'en ai déjà longuement parlé.
Ce qui est intéressant dans l'exemple du Rhône, à mon avis, c'est que les différents usages de l'eau sur un même fleuve ne sont pas incompatibles. En fait, on peut arriver à ajuster le curseur entre besoins écologiques et puis production hydroélectrique. Entre autres, on peut aussi ajuster entre, par exemple, alimenter une rivière à canoë, ça se fait, on contribue à l'alimentation d'une rivière à canoë sur le Rhône en aval de Lyon. Voilà, ce sont des choses qui génèrent de l'activité, qui ne génèrent pas de la production hydroélectrique, mais qui génèrent de l'activité. Et puis, on se rend compte avec 80 ans que le développement dans la durée et à une échelle globale, c'était quelque chose d'indispensable. Et donc, on continue à se développer pour répondre aux nouvelles demandes. La rivière à canoë, les fondateurs les personnes à l'initiative du Rhône dans les années 30, je pense qu'ils n'auraient même pas imaginé une rivière à canoë 60 ans ou 80 ans plus tard. Aujourd'hui, c'est le cas. Ça répond à des demandes qui n'existaient pas et qui émergent. La Via Rhôna, donc descendre en vélo du lac Léman jusqu'à la mer Méditerranée, pareil, je pense qu'ils n'auraient jamais imaginé ça et peut-être même qu'ils auraient rigolé si on leur avait dit. Et puis finalement, c'est quelque chose qui se fait. Et puis, par rapport au Laos, on pourrait se demander quel modèle de développement pour le Mekong au Laos, finalement. Et ça, de plus en plus, mon sentiment, c'est que ce sera aux Laotiens de se prononcer et de choisir. Et puis, notre responsabilité côté CNR, côté exploitant, mais notre responsabilité peut-être aussi collective, ce sera de trouver le bon curseur pour accompagner le Laos et aboutir à un développement qui soit durable et sur mesure. Parce que finalement, l'exemple du Rhône, on voit qu'il y a des choses qui peuvent être utilisées ici, il y en a d'autres, c'est soit trop tôt, soit ce sera jamais possible, soit ça ne viendra jamais dans les demandes de la société. Mais en tout cas, il y a de mon point de vue, encore une fois, ce qu'on a été capable de faire sur le Rhône permet d'être raisonnablement confiant dans ce qui peut arriver ensuite, avec quand même des jalons à maîtriser, c'est-à-dire qu'il y a des étapes clés sur lesquelles il faudra respecter des standards internationaux, bien sûr, mais il faudra aussi faire attention à ce que pourrait devenir l'aménagement dans 20, 30 ou 40 ans. Et j'en ai terminé, et je vous remercie de votre attention et puis d'être venu aussi ce soir.